Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Pour votre information. J'espère que vous allez bien en ce début d'automne. C'est sûr que quand tu as vu des cônes oranges tout l'été, ça enlève peut-être un petit peu de punch aux couleurs de l'automne. Mais chose certaine, vous allez avoir une belle émission, notamment Mathieu Trottier-Cavana, qui est un cinéaste, lui, qui a comme projet de faire un long métrage sur la rébellion des Patriotes, viendra nous présenter son projet. Nicolas Arontou aussi, annonceur maison du VC de Laval, vient nous donner des résultats et aussi, en ce début de saison pour notre équipe de hockey, vraiment toute l'actualité. Simon Fournier aussi, lui qui est de Opéra Bouffe Québec, vient nous présenter la prochaine opérette bientôt présentée à la Maison des Arts. Diego Mena-Martinez aussi, qui est le grand Manitou de la SP Canada, vient nous parler d'une campagne de financement. Pascal Landry, qui est derrière la plateforme, soit cultive.ca. José Babin également, du Théâtre expérimental Incliné, viendra nous présenter bientôt le nouveau projet. Et Nicolas Vincent Poirier aussi, vient nous parler de films d'horreur à l'approche de Halloween. Bonne émission. Et on vous parle aussi également de l'actualité chez nous, dont toujours thématique d'Halloween, Illumi, qui se met en mode Halloween, soit avec des sorcières, fantômes, monstres, squelettes qui sont de retour tout le mois d'octobre. La tradition tout en lumière se poursuit avec l'arrivée de la 5e édition d'Illumi Féerie des Lumières, le plus grand parcours multimédia qui, d'ailleurs, dit-on, est le plus grand parcours multimédia au monde présenté par Meubles RD qui reprend vie avec cette touche halloweenesque pour tout le mois d'octobre. Petits et grands, vous aurez la chance aussi de voir et de déambuler parmi les 19 tableaux uniques composés de 25 millions de lumière, la tradition annuelle du spécial Halloween d'Illumi qui est de retour. Et évidemment, on peut comprendre que vous pouvez vous aventurer parmi les centaines de citrouilles, les squelettes, les chauves-souris, les sorcières, les monstres et les fantômes qui occupent plusieurs mondes de la féerie de lumière. Et les organisateurs d'Illumi qui promettent aussi de la programmation excitante tout au long de la saison, dont le retour des fameuses soirées canines, dont la première, la 5e édition, sous le thème l'Halloween, le 19 octobre prochain, dès 18h30, et vous êtes invités à vous costumer avec vos chiens pour la soirée qui est hors de l'ordinaire. Et c'est à la mi-novembre que va s'installer l'Illumi du temps des fêtes, avec plusieurs milliers de structures lumineuses aux couleurs de l'hiver. Les billets qui, pour la 5e édition, sont en vente jusqu'au 8 janvier prochain. D'ailleurs, un premier pas vers l'aménagement du parc linéaire du souvenir avec l'acquisition de 2 premiers lots stratégiquement situés à l'intersection nord-ouest des boulevards Le Corbusier et du Souvenir, la Ville de Laval qui amorce la mise en place d'un grand parc d'une longueur finale de 1 km en plein cœur du centre-ville de part et d'autre du boulevard du Souvenir. Projet phare qui est inscrit dans la vision Programme particulier d'urbanisme centre-ville et son aménagement contribuera de façon, dit-on, significative au verdissement du secteur et à la mobilité active d'est en ouest. Une consultation publique sera éventuellement lancée sur l'aménagement de ce grand parc. Déjà, la Ville prévoit verdir dès que possible les terrains d'une superficie totale quand même de plus de 1663 mètres carrés, nouvellement acquis suite à l'approbation du conseil municipal. Soulignons que d'autres projets visant à verdir le centre-ville de Laval et à en améliorer l'expérience sont aussi prévus, notamment la mise en valeur de l'espace boisé du Trait-Carré, l'aménagement d'un parc régional dans le Carré Laval, ainsi que plusieurs interventions culturelles dans le pôle Montmorency. Et vous devez être prêt absolument à vous inscrire. C'est des journées de formation pour les organismes qui sont de retour, propulsés par le désir de poursuivre donc le soutien envers les membres des organismes lavallois et par la constante motivation de répondre aux besoins évolutifs des divers milieux dans lesquels vous œuvrez. La Ville de Laval qui donc vous propose cette année une toute nouvelle formule, le Forum. Et voici ce qui d'ailleurs vous attend pour l'édition 2023. La programmation s'étend du 25 octobre au 6 décembre. Une journée Forum lors de laquelle vous pourrez assister en personne à une grande conférence, suivre des formations sur place. Et cette année, notre grande conférence sera offerte par nul autre que Jean-Marie Lapointe, lui qui est connu comme étant comédien, animateur, auteur, cinéaste, conférencier, puis bien sûr aussi un sportif accompli. Ses nombreuses applications philanthropiques et sociales sont la trame de la conférence Le bonheur de bénévoler qu'il tient en milieu scolaire, en entreprise et dans différents organismes. Les places sont limitées, alors restez à l'affût, ce sera premier arrivé, premier servi. Et si vous voulez d'ailleurs plus d'informations, 450-978-6888, poste 5249.
C'était récemment la 15e campagne annuelle, donc rendez-vous AEW au profit de SP Canada, soit de Sclérose en plaques Canada. Il en est d'ailleurs le directeur général du Québec et de l'organisme Sclérose en plaques Canada. C'est notre invité Diego Mena-Martinez. Bonjour. Bonjour. C'est quand même 140 000 $ qui a été amassé chez nous. Satisfait de cette campagne? Très satisfait. C'est 140 000 $, 15e édition. C'est vraiment une édition importante pour nous. Ça fait depuis 15 ans qu'on est en train justement de faire ce partenariat avec EW qui nous aide beaucoup en fait à mettre de l'avant tous les programmes de recherche, mais aussi tous les programmes et services qu'on offre aux personnes qui sont atteintes par les scléroses en plaques au Québec et au pays. Justement, donc, les gens qui pouvaient contribuer à l'achat de Teen Burger, il y avait 2 $ qui étaient remis donc à SP Canada. Donc, la campagne franc succès. De quelle façon cet argent-là, justement, vous l'avez un petit peu évoqué là, pour le programme de recherche soutien, mais quand même concrètement, là, elle est investie comment cet argent-là? La grande majorité de cet argent est investi à la recherche. Il faut savoir que malheureusement, on n'a pas encore une solution, un remède pour les scléroses en plaques. Le seul remède, le seul espoir des personnes qui ont la sclérose en plaques, c'est dans les traitements et dans la recherche qui nous permet de faire avancer des choses. Donc, la grande majorité de cet argent nous a permis, en fait, de pouvoir continuer, en fait, à financer la recherche. Il faut se dire que dans les dernières années, on a fait des pas importants dans la recherche. Au départ, il y a une vingtaine d'années, il y avait que 2 ou 3 traitements pour les scléroses en plaques. En ce moment, on est déjà rendu à 19 traitements pour les scléroses en plaques, ce qui permet aux personnes de pouvoir améliorer leur qualité de vie de tous les jours. Parce que la sclérose en plaques, c'est quand même une maladie qui nous tient une épée de Damoclès un peu sur nos têtes. C'est dégénératif. C'est dégénératif. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Donc, c'est pour ça que le traitement, la recherche permet justement à ces personnes d'avoir une meilleure qualité de vie tous les jours, en fait, dans leur quotidien. Je pense que les gens ont quand même une bonne idée de ce que c'est la sclérose en plaques, mais rappelons-le quand même ce que c'est la sclérose en plaques pour ceux peut-être qui sont des nouveaux initiés. Là. Oui, les scléroses en plaques, c'est une maladie neurologique évolutive. C'est-à-dire que c'est une maladie qui a le centre focal, c'est vraiment le système nerveux, qui attaque le système nerveux. Et ça se développe dans poussée. C'est-à-dire que la personne peut avoir certains symptômes. Les symptômes, ça peut être des engourdissements, ça peut être une fatigue, ça peut être des problèmes visuels. Et puis, ces symptômes peuvent être dans certaines poussées. Donc, il y a des poussées dans lesquelles il y a des symptômes qui sont beaucoup plus accélérés. Et ensuite, des rémissions pour certaines personnes. Et ensuite, des poussées de nouveau. Ou certaines personnes, malheureusement, ils ont une forme plus progressive dans laquelle la maladie est de poussée en poussée et ça dégénère en fait au courant du temps. Puis un très bas âge aussi, là, je regardais. Oui. On parle de 25 ans, 49 ans. C'est là l'axe où je pense ça peut commencer à montrer ses premiers signes de la maladie. C'est une maladie dont le diagnostic peut être très, très tôt. En fait, de 20 à 34 ans, c'est la grande majorité des diagnostics. Donc, c'est une maladie quand même qui touche beaucoup de jeunes. Au Québec, on parle de 20 000 personnes qui sont touchées par les scléroses en plaques. Donc, c'est quand même un chiffre qui est important, en fait, si on compare pour une maladie très niche. Donc, il y a quelque chose à faire, en fait, dans la maladie. Il faut dire aussi que c'est une maladie qui touche beaucoup de femmes. Et pourquoi 3/4 de femmes Pourquoi les femmes en particulier? Il n'y a pas nécessairement une explication précise pour ça. La seule explication qui touche parmi les facteurs, en fait, de risque qu'on a dans les scléroses en plaques, c'est la vitamine D. En fait, la vitamine D, dans les pays nordiques, on a moins de vitamine D. C'est une des raisons pour lesquelles, en fait, la grande majorité des personnes sont touchées. Mais il y a d'autres facteurs, en fait, de risque qui sont aussi attachés, que ce soit la consommation, en fait, le facteur de risque comme le tabagisme, ou que ce soit des virus comme le virus de la mononucléose, en fait, il y a de plus en plus, en fait, de recherches à ce sujet-là. Donc, il n'y a pas seulement un seul facteur de risque. Il y a encore plusieurs interrogations à faire pour essayer de regarder exactement la source du problème de la sclérose. Et c'est pas nécessairement génétique, là. Est-ce que... C'est pas nécessairement génétique. Oui, il y a des cas qui sont génétiques, mais c'est pas uniquement génétique, en fait, à ce sujet-là. La seule chose qui est claire, c'est que ça touche plus les pays nordiques. Le Canada étant un des pays où il y a le plus de cas de sclérose en plaques dans le monde. Exact. Et c'est en grande majorité aussi du fait de la vitamine D, en fait, comme une des raisons parmi d'autres de sources, en fait, de la cause de la sclérose en plaques. Ouais. Vous l'avez évoqué, il n'y a pas de traitement miracle encore qui procure une guérison pleine. Donc, ce qu'on a pour l'instant, ce n'est que des traitements qui permettent de soulager ou de maintenir une condition plus longtemps de quelqu'un qui peut être plus actif, je vais le dire comme ça, ou qui permet dans les traitements. Les traitements permettent justement à les personnes surtout qui ont
des poussées rémission, de pouvoir avoir en fait une vie un quotidien beaucoup plus normal. Et ça permet justement un peu de limiter les effets ou les symptômes de la maladie. Cela étant dit, on n'a pas nécessairement un remède actuellement. Ce qui est intéressant de dire, c'est que le Québec est quand même une plaque tournante dans la recherche en fait, de la sclérose en plaques. On a des centres de recherche qui sont très, très reconnus au niveau du Canada, mais aussi au niveau international, qui permettent justement de faire évoluer un peu la recherche dans ce sens-là, que ce soit à l'Université Laval, que ce soit au CHUM ou à l'Université McGill. Donc, on a quand même l'avantage du Québec, c'est qu'on a quand même des chercheurs qui sont là et qui épaulent et qui suivent toute cette évolution pour toutes les personnes qui sont touchées. Et là, bon, on comprenait que le rendez-vous AW, c'était une campagne annuelle importante pour vous pour continuer d'assurer les recherches, d'offrir les services aussi dans toutes les régions. Je pense que vous avez 18 régions administratives que vous desservez aussi au Québec. Exactement. Mais quand même, il y a d'autres événements qui s'en viennent là, pour les gens s'ils veulent participer, donner pour la cause. Là. Absolument. En fait, cette année, on fête les 75 ans de notre organisation, 75 ans d'accompagnement et de soutien en fait à toutes les personnes qui sont ici au Québec. Il faut se dire que l'organisation est née au Québec. Elle est née à Montréal il y a 75 ans. Quand même. Et maintenant, c'est une organisation nationale. Et le 9 novembre prochain, on va avoir un cocktail pour le monde des affaires et pour toutes les personnes qui souhaitent participer, contribuer justement à nous aider à faire avancer notre mission. Ça va être un cocktail signature, en fait, le cocktail signature Esprit qui va avoir lieu le 9 novembre prochain à la Caisse de dépôt et des placements à Montréal. Donc, bien évidemment, tout le monde est invité pour cet événement-là. Pour contribuer à un groupe de travail qui nous écoute actuellement, on veut se mobiliser en équipe, en gang. On demande à notre employeur de cotiser un petit peu. Puis, on peut, pour la cause, rapporter des dons. Puis, moi, j'ai un cas concret. Récemment, il y avait une course organisée du côté de la Mauricie. Bien sûr, c'est une autre région, mais à Trois-Rivières. Et pour la cause, il y a des gens qui couraient. Et on a amassé des fonds pour justement la sclérose en plaques. Et ma belle-sœur, qui a sa bonne amie, sa maman est atteinte de sclérose en plaques. Ils ont couru 17 kilomètres pour la cause, ont amassé plusieurs centaines de dollars, même des milliers de dollars, parce que ça fait 3 ans qu'ils s'impliquent pour la cause. Alors, il y a plein d'incitatifs aussi. Les gens peuvent se mobiliser, créer leur événement et soutenir cette cause s'ils se sentent peut-être là parce qu'ils connaissent des gens qui en sont atteints ou tout simplement ils veulent contribuer à votre cause. C'est possible aussi. Absolument, c'est possible. Et puis nous, comme organisation et comme division ici au Québec, on épaule les gens pour qu'ils puissent en fait se mobiliser dans plusieurs défis. Dans ce défi, par exemple, de la course. On a des grands événements aussi qui sont nos événements, disons, un petit peu plus signature de sport. Comme la marche SP qui est très connue au mois de mai. Et puis, on a le vélo SP qui est aussi au mois d'août, que c'est vraiment un autre événement fort. Mais si les gens veulent se contribuer, veulent mettre en place des défis pour eux et pour leur entourage, ben nous, on peut les épauler pour créer leurs défis. C'est un de nos complexes, c'est le Bon Défi SP. Donc, chaque personne peut faire une différence. Chaque personne peut contribuer à la cause. Le plus important, c'est que les gens se sentent entourés et que les personnes qui ont les scléroses en plaques sentent au fait qu'on est tous là pour les épauler. Et c'est grâce à la recherche qu'on va pouvoir faire ces grands changements-là. Oui, puis je pense encore un peu de temps. J'ai déjà fait de la décalade. On monte en haut d'un building et on descend. Au lieu de monter aussi, c'est un autre événement que j'avais participé de ça quelques années au profit justement de la sclérose en plaques. Alors, il y a toutes les raisons et la créativité qu'on peut user pour les gens à l'écoute pour la cause justement de la sclérose en plaques. J'invite les gens à le faire, à se manifester et bien sûr à visiter vos plateformes pour s'enquérir de l'information, avoir des trucs aussi, ne serait-ce que de l'information concernant la sclérose en plaques aussi. Monsieur Diego Mena Martinez, directeur général du Québec de l'organisme SP, merci beaucoup de passer à notre émission. Sur nos plaques de voiture, c'est inscrit, évidemment, je me souviens, mais je pense qu'on ne connaîtra jamais assez notre histoire. Et lui s'est donné le mandat, justement, de nous faire revivre un pan de notre histoire. Est-ce que vous connaissez bien cette révolte des Patriotes 1837-1838? Court-métrage déjà qui s'est distingué à travers le globe, mais là, un projet de long-métrage pour Mathieu Trottier-Cavana qui est avec nous. Salut! Salut, ça va bien? Ben ça va très bien. On verra les images dans quelques instants du court-métrage Rébellion qui continue dans les festivals de films, je pense, à rayonner, c'est ça? Écoute, on est autant surpris, on est très fiers et on s'attendait quand même d'avoir
un bon petit parcours, mais plus de 70 distinctions à travers le monde. Disons que ça surpasse vraiment toutes nos espérances. Et pourquoi faire maintenant, toujours sur le sujet des Patriotes, un long métrage? Qu'est-ce qui a été, disons, la porte d'entrée pour mener là, à cette idée de faire un long métrage? Bien, c'est sûr que l'idée du long métrage date avant même le court métrage Rébellion. Ça va faire plus de 10 ans qu'on travaille sur un tel projet. Parce que moi, à un moment donné, petite anecdote, j'avais eu un petit accident de trottinette, de scooter à Saint-Eustache. Et pendant que j'attendais la police, j'étais à côté d'une église assez connue qui était l'église qui a encore les marques des conflits patriotes. Et ça m'a intrigué, j'ai posé des questions et je comprenais pas que, j'avais pas autant eu connaissance de ça. Oui, quelques petites lignes dans nos cours d'histoire, mais je trouvais ça un peu plate et j'ai voulu en savoir davantage et c'est pour ça qu'après ça, c'est devenu... Après coup, les recherches et tout ça ont donné, j'imagine, l'ambition de faire un court-métrage et par la suite un long-métrage, j'imagine. Ouais. Exactement. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que c'est moi, mais justement, lorsqu'on nous enseigne notre histoire, il y a des pans de notre histoire qu'on passe assez rapidement. Je pense aux Autochtones qui ont une importance capitale dans, évidemment, la présence francophone, la présence des Français qui les ont aidés, tout ça. Mais il y a également, bien sûr, cette portion-là, là où ça a été peut-être la première affirmation des Canadiens français après la conquête, évidemment, qu'on connaît des Anglais, avec la fameuse aussi guerre, les batailles, la guerre des plaines d'Abraham et compagnie, bon, tout ça. Donc, j'ai comme l'impression que ce pan-là, notre histoire, on le connaît mal parce qu'aussi, on ne nous l'a pas bien enseigné puis qu'on l'a survolé trop rapidement à l'école. Ça, je suis parfaitement d'accord. On dirait que l'histoire générale du Canada est racontée de en long, en large, mais des fois, des petits pans histoire ou qui peut nuire à l'image du Canada est un peu, OK, voici 2-3 lignes, OK, après ça, next. Alors, oui, que ça soit les Patriotes, que ça soit aussi la crise d'octobre, que ça soit plein d'autres événements, comme aussi un autre que je trouve qu'on parle pas assez, c'est aussi la crise d'Oka. C'est plein d'événements qui méritent d'avoir plus d'informations et d'être mieux représentés. Oui, pour mieux comprendre, évidemment, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé aussi dans notre histoire, c'est tout à fait juste. Et là, bon, évidemment, vous avez eu déjà des tournages là, de ce long métrage. Vous l'avez dit, c'est un projet d'une dizaine d'années. Il y a eu des premiers tournages. Vous en êtes où actuellement? Et il y a une raison bien précise aussi pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Oui. Là, de la façon qu'on veut tourner ça, c'est en 4 blocs. Le premier bloc, on l'a tourné l'an passé, en septembre 2022. Et après ça, on l'a tourné dernièrement, le bloc 2. Parce que c'est en plusieurs temps. Parce que c'est moins cher de tourner avec les feuilles changement de couleur que payer quelqu'un, les peinturer une par une. Ouais. Et là, on pourrait dire qu'on a environ 25% du film de tournée. Et là, après ça, par la suite, ça va être en novembre et après ça, en février. Et là, je suis ici pour parler du projet en tant que tel, mais aussi pour demander l'aide du public parce qu'on a fait par le passé des campagnes de sociofinancement, que ça a été des succès. On a quand même amassé plus de 77 000 $ en 10 ans pour faire le film. Déjà là, c'est pas beaucoup pour faire un long métrage, surtout un film d'époque. Mais en 10 ans, les négociations, les recherches et du monde qui nous aide, autant passionnés par l'histoire. Et là, c'est surtout pour présenter le projet et une dernière campagne qu'on veut faire pour se ramasser un petit coussin de sécurité, un petit 5 000 $ pour la suite du tournage. Parce qu'il peut, comme dans n'importe quelle chose qu'on entreprend, il peut y avoir des passements de coûts, il y a des situations auxquelles on ne contrôle pas. D'ailleurs, pour peut-être convaincre davantage les gens, s'ils se sentent concernés par le sujet, happés par notre conversation, quel volet, parce qu'il y a eu plusieurs films, il y a eu plusieurs documents qui ont été faits sur les Patriotes quand même à travers le temps. Je pense que le plus connu est probablement celui de Falardeau, 15 novembre 1839. Donc, de quelle façon vous présentez, sous quelle facette vous présentez cette révolte des Patriotes? Comme Falardeau, lui, a fait sur le temps les derniers temps des pendus, moi, je raconte les derniers moments du conflit patriotique, avant les exécutions, avant les déportations. Moi, c'est vraiment sur les derniers moments et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Alors, c'est une autre facette. Je suis un peu comme George Lucas. Je commence par la fin et je vais finir par le début. Okay. Est-ce qu'on même on recrée des affrontements entre les troupes anglaises et les Patriotes? Le film va être assez riche en termes de moments historiques et de personnages historiques. On va voir la lecture de la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Avec Robert Nelson. Oui, exactement.
Après ça, il va y avoir la bataille de Sainte-Martine, menée par Chevalier de Lormier et James Perigot. Je sais, c'est pas un patriote très connu, mais c'est... Mais justement, c'est dans l'intérêt de peut-être nous en faire découvrir d'autres que les Nelson, les Papineau ou autres auxquels on a peut-être eu plus de résonance, les Vigée aussi là, et compagnie. Donc, très intéressant. Puis il y a plusieurs quand même acteurs, comédiennes connus qui ont accepté de jouer dans votre film. Oui. On est assez fiers de notre distribution. C'est comme je dis, ça fait 10 ans qu'on travaille, qu'on n'arrête pas d'appeler « Hey, dis donc oui pour voir ». Alors, on est assez fiers, surtout du monde, autant de la relève que du monde qu'on n'a plus besoin de présenter. D'ailleurs, parlons-en, parce que là, évidemment, Brigitte Lafleur, comédienne bien connue, Stéphane Crête, que moi, comme peut-être bien des gens dans la trentaine, dans une galaxie, c'est sûr que c'est un peu là qu'on l'a découvert, mais bon, il a joué plusieurs rôles importants, Stéphane Roy, tout ça, mais Emmanuel Auger aussi, mais Yves Corbeil quand même. Oui. Quel rôle il incarne, juste par son charisme, sa voix. Ça doit être impressionnant de travailler avec un homme de métier comme Yves Corbeil. Oui, ça, je dois avouer que je suis très fier. Sur, petite anecdote, sur le court-métrage, on avait Réal Bossé, qui jouait Louis-Joseph Papineau plus jeune. Mais là, malheureusement, pour un conflit d'horaire, il n'était pas disponible. Aucun problème, c'est comprenable. Alors là, on cherchait pour jouer Louis-Joseph Papineau, et c'est ma conjointe, pendant que je vérifiais, qui a dit « Non, il a l'air à Yves Corbeil. » De toute façon, on l'a contacté et on l'a convaincu à s'impliquer. Ça a été facile de le convaincre ou... Ça a été... fallait que je réussisse à bien étaler ça et à bien expliquer. Mais ça a été un projet qui l'a tout de suite intéressé. Il n'y a jamais eu de petites mémoles, au contraire, mais disons que je lâchais pas la patate. OK. Ben, très intéressant, j'ai hâte. Et donc là, présentement, on cherche donc de l'argent pour terminer, on le disait, et tout ça. Et le projet pourrait être porté sur les écrans quand, selon vous, l'échéancier? Mon objectif, ça serait mai 2024. On essaierait de le sortir dans la période de la fête des Patriotes. Ou sinon, ben, ça serait pour la Saint-Jean. Je suis très thématique de même, mais on est en plus en négociation avec des distributeurs pour en salle, sinon on verra ce qui arrivera. Peut-être le présenter dans des festivals de films. Oh ben c'est sûr. Souvent, ça sert souvent, ça sert souvent de route pour faire connaître les films, faire la promotion, puis ça peut faire rayonner effectivement les talents de chez nous. Alors tous les liens pour pouvoir contribuer si on sent justement l'intérêt avec notre échange des dernières minutes, c'est inséré au bas de l'écran actuellement. Ben bonne chance pour ce qui est de ce projet. Puis, je vais vous inviter, lorsqu'on pourra, évidemment, voir le résultat concret, vous viendrez nous présenter la bande-annonce, vous viendrez nous présenter le film, justement. Très, très hâte de pouvoir donner suite à notre conversation. Puis, bonne chance, évidemment, avec cette campagne de sociofinancement. Merci beaucoup. J'ai très, très hâte d'aller assister à une partie et je m'en confesse, je suis pas encore allé voir le VC qui connaît quand même un début de saison assez prometteur et le VC, c'est un calibre intéressant. D'ailleurs, Ligue Junior 3A, il en est lors de ses matchs, l'annonceur maison, et c'est Nicolas Arontou qui est avec nous. Salut Nicolas. Bonjour Alex. Très content de t'accueillir. On pourra sporadiquement justement prendre des nouvelles du VC de Laval. Je le disais, début de saison, vraiment, vous avez été parmi les meilleures équipes de la Ligue. Bon, peut-être petite, légère pour l'instant, le petit passage à vide, mais vous restez confiant ce début de saison, là. Bon début de saison, 4 victoires, 1 défaite pour entamer notre 2e saison dans le circuit. Puis là, un petit passage à vide, 3 défaites consécutives, mais comme toutes les équipes passent au travers, on va passer au travers. Puis, mais c'est un très, très bon début de saison. Et peut-être parce que les gens, je pense que les gens sont au fait quand même de certaines de nos équipes, comme la Ligue nord-américaine de hockey, avec couramment le pétrolier qui se produit chez nous depuis aussi de nombreuses années. Bien, Ligue de hockey junior 3A, calibre intéressant, des jeunes qui ont beaucoup de talent quand même. Là. C'est assez relevé. Juste pour expliquer quand même un peu le niveau là, aussi qu'on peut voir sur la glace. Là. En fait, lorsqu'il y a des blessures ou des joueurs à rappeler dans la Ligue junior majeure du Québec, ben ils vont se retourner vers la Ligue de hockey junior 3A du Québec pour ramener les joueurs, faire monter les joueurs. Donc, une sorte de club-école. Exactement. Alors, sorte de club-école. Et quels sont, en ce début de saison, disons, les joueurs qui se démarquent chez vous, là? En fait, très intéressant, les 3 premières étoiles du circuit pendant la première semaine d'activité, c'était les 3 joueurs de notre club. On a premièrement la 3e étoile, notre gardien substitut,
Emmanuel Papakonstantinou, jeune homme qui a joué juste un match préparatoire, arrive en relève, le club perdait un match, il vient en relève au gardien numéro 1 et le club remonte et gagne, ce qui lui permet d'obtenir sa première victoire, obtient la 3e étoile de la semaine. Fait qu'on peut s'entendre là-dessus, un gardien substitut saisit sa chance, son opportunité. J'imagine une grosse dose de confiance pour lui puis pour l'équipe par la suite. Absolument, absolument, c'était très beau à voir parce qu'on le savait que c'était sa première présence en saison régulière, donc très important comme performance. La 2e étoile, défenseur recrue, Thomas Boulder. Un but, 2 passes, fiche un différentiel de +3 lors de la première semaine, se mérite la 2e étoile. Et la première étoile, une autre recrue dans notre club, Joey Messina, 4 buts, 5 passes dans la première semaine d'activité. On ne pouvait pas espérer, on ne peut pas avoir un meilleur début de saison. Ça s'est poursuivi au début de la semaine suivante. Nous avons Émile Lacourcière qui s'est mérité une étoile, en fait la première étoile de la semaine lors de la 2e semaine d'activité. Donc, 2 premières semaines, ça va très bien. Tu penses à Javid, mais c'est correct. On est très, très, très heureux. De toute façon, la saison est jeune. Là. Absolument. Je pense qu'on peut l'évoquer. Puis peut-être pour ajouter aussi à cet intérêt grandissant pour les gens d'aller voir vos matchs, j'imagine qu'il y a plusieurs Lavallois qui s'alignent avec votre équipe aussi. En fait, c'est un des plus hauts niveaux qu'on a de hockey à Laval. On n'a pas de club de Midget 3A. On n'a pas de club de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, le junior 3 devient, au niveau hockey amateur, le plus haut niveau. Nos matchs sont joués au Colisée de Laval. Ouais. Je comprends qu'il y en a qui trouvent que c'est un édifice un peu vétuste. Un peu vétuste. Cependant, l'ambiance, c'est-à-dire l'environnement, on veut créer un environnement intimidant pour nos adversaires. Un engouement aussi. Un engouement absolument. Ben, en même temps, oui, peut-être que c'est pour certains amateurs de hockey qualifiés d'aréna qui est vétuste, mais moi, j'aime ça, ce genre d'aréna-là, parce que ça sent le hockey. Totalement. Ça sent... Il y a quelque chose qui émane de là, il y a une atmosphère, il y a une histoire aussi qui fait partie de l'histoire de Laval, justement, où il y a eu plusieurs joutes, il y a eu plusieurs championnats, il y a eu plusieurs joueurs et des joueurs importants qui ont foulé cette patinoire-là. Fait que je pense qu'il y a aussi cet intérêt-là. Puis, vous l'avez dit, donc, il y a plusieurs quand même, donc, des joueurs locaux, là, des Lavallois aussi qui s'alignent avec votre formation. Fait que ça peut attirer également de voir des talents de chez nous aussi sur la glace. Alors, prochain match, ça on peut dire, là, les prochains matchs au calendrier qui seraient à surveiller pour vous. Prochain match aujourd'hui, à 13h30 au Colisée. Nous jouons contre les Braves, nous accueillons les Braves de Valleyfield. Ensuite, vendredi, le 27 octobre prochain, contre les Rangers de Montréal qui seront en ville. Alors, il y a une petite rivalité, on comprendra, avec Montréal. Absolument. Proximité des villes. Ben, on va vous inviter à revenir nous raconter, évidemment, cette saison qui ne fait que commencer pour les amateurs de la Ligue de hockey junior 3 puis évidemment du VC. Accourez au Colisée. Tout est aussi au bas de l'écran présentement pour connecter avec les prochains matchs. Et ratez pas celui d'aujourd'hui au moment de se parler dimanche 15 octobre. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Puis merci pour l'accueil. Ouais. Merci à toute l'équipe de production. Puis au plaisir de vous retrouver. Bon match. Et restons d'ailleurs toujours dans le sport et avec notre équipe, on a très hâte à cette rentrée officielle saison régulière pour le Rocket de Laval. Et ce sera d'ailleurs cette année un portrait différent, un jeune Rocket aux grandes ambitions. La cure de rajeunissement du Rocket se poursuit cette saison, là, puisque plusieurs espoirs des Canadiens de Montréal sont arrivés depuis quelques jours déjà chez nous à Laval. Notons la venue des attaquants prometteurs de Sean Farrell, Joshua Roy, Riley Kidney, Jared Davidson, le défenseur aussi Logan Mayou, ainsi que le gardien de but Jacob Dobas. Et bien que ces noms risquent d'attirer de nombreux partisans à la Place Belle, l'entraîneur-chef Jean-François Houle reste prudent lorsque questionné sur les attentes placées en son groupe de joueurs. Et on va le citer d'ailleurs, il faut être patient, note-t-il. On a des joueurs qui sont tout nouveaux avec le hockey professionnel. Ce sont leurs premiers patins, leur premier coup de patin sur la glace à ce titre. Et ce sont des jeunes qui ont beaucoup à apprendre, mais qui ont beaucoup de talent. On va essayer de les mettre dans les bonnes chaises pour qu'ils puissent performer et aider l'équipe à gagner. Et l'objectif demeure d'ailleurs tout de même de se qualifier pour les séries éliminatoires pour une 3e année consécutive. On a tout le temps dit qu'on veut développer dans un environnement gagnant, poursuit Jean-François Houle. C'est encore notre objectif de faire les séries éliminatoires tout en développant le plus de joueurs possible. Ça ne sera pas facile au début, mais je pense qu'après Noël, quand les joueurs auront appris notre structure, ça va bien aller.
Alors, c'est quand même assez prometteur. Mais il y aura également aussi des vétérans. Et d'ailleurs, parlant de ces vétérans, plusieurs vétérans qui ont quitté l'équipe dans l'entre-saison. L'ex-capitaine Alex Belzile qui a signé un contrat de 2 saisons avec l'organisation des Rangers de New York. Et pour pallier ses pertes, l'état-major des Canadiens qui a offert des contrats aux attaquants à Lias Anderson, à Philippe Maillet, qui ont connu d'excellentes saisons dans la Ligue américaine de hockey par le passé. Les joueurs plus âgés qu'on a ramenés à Laval vont aider les jeunes autant sur la glace qu'hors glace, croit aussi Jean-François Houle, l'entraîneur-chef. Soulignons également le retour du vétéran Gabriel Bourque, qui est l'un des leaders de la formation lavalloise depuis 2 saisons et il sera d'ailleurs le capitaine cette année. Le Rocket qui a disputé vendredi dernier sa première rencontre de la saison, c'était contre les Canucks d'Abbotsford devant une salle comble et le premier match sur la route qui aura lieu au cours des prochains jours, le 21 octobre, contre le Club École des Sénateurs d'Ottawa, les Sénateurs de Belleville. Alors, on va évidemment vous tenir au courant tout au long de la saison des différents résultats, des faits et gestes de nos Rockets, notre équipe préférée. Et parmi aussi d'autres niveaux de hockey intéressants, Ligue nord-américaine de hockey, les Pétroliers de Laval, qui ont depuis déjà quelques jours inauguré leur saison inaugurale. Eux qui ont appris une bien mauvaise nouvelle, ils ne pourront finalement pas compter sur les services de l'attaquant Émile Poirier, celui-ci qui finalement a accepté une offre en Finlande pour la saison 2023-2024. L'organisation lavalloise qui avait annoncé son arrivée en grande pompe et a précisé qu'une clause dans le contrat permettait aux joueurs d'accepter une offre d'une certaine ampleur. Alors, malheureusement pour nous, une organisation finlandaise s'est manifestée et l'offre était tout simplement trop intéressante pour l'ignorer. C'est ce qu'a noté Lucien Paquette. Nous lui souhaitons la meilleure des chances et espérons le revoir à Laval dans un avenir rapproché. Les Pétroliers qui ont aussi fait une mise à jour concernant sa première sélection au dernier repêchage de la Ligue nord-américaine de hockey, Brett Gallant. Celui-ci serait régulièrement en contact avec l'organisation pour finaliser une entente en fonction de son horaire. Il pourrait être absent pour une quinzaine de parties en saison régulière et lors des séries éliminatoires. Rappelons que Laval a entamé tout récemment sa saison 2023-2024 en recevant la visite des éperviers de Sorel-Tracy au Colisée de Laval. Et il faut comprendre aussi que dès 18h30, c'est une quantité impressionnante de partisans qui s'étaient donné rendez-vous pour assister au spectacle hommage à Bob Bissonnette dans la zone de restauration parce que c'était soir de fête, soir de rentrée chez les Pétroliers. Et en première période, les Pétroliers qui ont été dominants ont tiré 18 fois vers le gardien adverse pour un total de 52 tirs. Brillante performance d'ailleurs de Philippe Desrosiers dans la défaite pour les éperviers de Sorel-Tracy. Et si je nous ramène bien sûr avec les Pétroliers, les hommes de Daniel Gauthier qui vraiment ont exercé beaucoup de pression et qui accordaient peu de chance à l'adversaire. Et à chaque fois, les Sorellois se sont butés un gardien dominant. Les Pétroliers qui ont débuté d'ailleurs le second engagement à court de 2 hommes. Et ce n'est qu'en fin de période, à 50 secondes de la fin, que le nouveau venu, Mathieu Guertin, c'est lui qui a ouvert finalement la marque à l'aide d'un tir bas avec la complicité de Maxime McEnauer et aussi de Danick Paquette. En troisième période, les Lavallois, semblaient voguer vers la victoire. Toutefois, il y a eu un cafouillage en zone défensive à 90 secondes de la fin, ce qui privait Dominique Graham d'un blanchissage. Les éperviers qui avaient retiré leur gardien et profitaient alors d'un 6e joueur. Et heureusement pour les 1100 spectateurs présents en prolongation, c'est Joël Caron qui a fait sauter le toit du Colisée alors qu'il a complété une belle manœuvre de son coéquipier Brandon Hamelin. Le tir de Caron ne laissait aucune chance à Desrosiers, le gardien de but des éperviers de Sorel-Tracy. D'ailleurs, les 3 étoiles ont été parmi ceux-ci, les 2 Cerbères des 2 équipes respectives, Dominique Graham, Joël Caron et Philippe Desrosiers aussi. Côté gymnastique, la Fondation Aléo et le groupe Cirque du Soleil qui ont remis une bourse de 4 000 $ aux gymnastes lavallois, entre autres Léandre Sauvé. Au total, 8 athlètes ont été récompensés. Le groupe Cirque du Soleil qui remet ce montant afin de soutenir l'excellence sportive et académique des étudiantes et étudiants athlètes qui se distinguent dans une discipline connexe au spectacle. L'entreprise québécoise qui estime que cette association se veut un pont vers les transitions professionnelles des boursiers puisque le Cirque du Soleil souhaite recruter plusieurs sportifs de haut niveau au terme de leur carrière pour être au sein de leur spectacle et distribution respectives. Léandre Sauvé qui pratique la gymnastique depuis l'âge de 3 ans, il a suivi les pas de sa grande sœur au club Gymnix et a gravi les échelons jusqu'à l'équipe nationale.
Il a remporté 2 médailles d'argent au saut lors d'étapes de la Coupe du monde en 2022. L'athlète de 20 ans qui étudie en sciences humaines avec mathématiques au cégep à distance. Il ne sait pas encore exactement ce qu'il veut faire dans la vie, mais il souhaite que son sport le rende heureux et le fasse voyager. Il est bien parti en tout cas. Il envisage possiblement une carrière d'artiste éventuellement au Cirque du Soleil. Le Théâtre Incliné présente cet automne une toute nouvelle pièce et je suis vraiment curieux parce que ça rallie plusieurs formes d'art, une démarche artistique qui me semble aussi assez unique aussi. On discute avec Madame Josée Babin qui est directrice artistique, mais aussi, on peut le dire, multitâche ici au sein même. Je pense qu'il n'y aurait pas assez d'une phrase pour résumer ses fonctions. Merci d'être avec nous. Merci. Évidemment, je le disais d'emblée parce que le Théâtre Incliné, vous présentez une pièce, Les Seuils, mais avant toute chose, le Théâtre Incliné, depuis 1991, on a l'existence chez nous, mais rappelons-le parce que vous avez une démarche assez unique dans votre façon de faire les choses. Oui, mais en fait, le Théâtre Incliné, c'est un théâtre visuel, donc un théâtre d'image. Ce que ça veut dire, ça, c'est que par rapport à un théâtre, par exemple, qui met le texte de l'avant ou le jeu de comédien, le Théâtre Incliné, le texte, il va être là ou pas, mais c'est pas nécessairement une pyramide où le texte est tout au-dessus. Tous les langages sont égaux. Ça veut dire qu'on va parler avec le mouvement, les images, la vidéo, la marionnette pour adultes souvent, qui peut être des marionnettes humanoïdes, si tu veux, mais ça peut être aussi des morceaux, ça peut être des têtes, ça peut être des objets, ça peut être de la matière. Donc, on est à mi-chemin entre l'art visuel, le théâtre, la danse, la vidéo, on mélange tout ça. Et peut-être même parfois, c'est une sorte d'expérimentation, vous recherchez toujours, c'est toujours un mouvement qui est en évolution aussi chez vous, là, je pense. Il n'y a pas de frontières sur ce qui est accessible ou il n'y a pas de frontières finalement sur la création, là. On est une compagnie de recherche, souvent on dit ça, c'est-à-dire qu'avant de faire un spectacle, il y a toujours une partie avant où on va chercher quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore fait. Et puis, c'est ce qui d'ailleurs m'a fasciné dans Les Seuils. Bon, j'ai regardé la bande-annonce parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelques déclinaisons. Il y a un long métrage et il y a la pièce aussi. La pièce que d'ailleurs on pourra voir le 16 novembre prochain à la Maison des Arts de Laval. Mais il y a eu aussi un long métrage qui a été présenté là, récemment à la station là, Montmorency, là, oui. Donc on connaît bien chez nous. Parlez-nous un peu de comment nourrir l'un et l'autre, là, à la fois le long métrage et aussi la pièce. En fait, la pièce est venue avant. Puis après ça, je me suis dit, avec tout le suivi de la pandémie, ce qui est de plus en plus incertain, c'est comment on va rejoindre le public. Et on a eu envie de le rejoindre de différentes manières. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du spectacle. J'ai invité un réalisateur qui s'appelle Patrick Péris et je lui ai dit, j'ai envie d'avoir ton œil de cinéaste. Le cinéma puis le théâtre, c'est deux langages différents. Complètement, oui. C'est complètement Et différent. c'est pour ça que ça me fascine. Oui, parce que ce que j'avais envie de faire, c'est par exemple un personnage qui est sur scène. Je demandais à Patrick, ça se peut-tu qu'il parte de la scène puis il s'évade dans le réel, dans la rue, dans la ville. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a des scènes qui commencent sur la scène et qui se poursuivent dans la ville. Donc, on a tourné ça à Laval et à Montréal. Alors, les gens vont pouvoir voir parce que déjà, dans la bande-annonce, on peut reconnaître des lieux. Donc, Les Seuils, c'est le titre du spectacle. Qu'est-ce que c'est Les Seuils? Pourquoi le titre, mais pourquoi cette idée qui disons, le noyau de votre spectacle, de votre démarche artistique? En fait, Les Seuils, j'avais envie de travailler, souvent on travaille par cycle au Théâtre Incliné. Ça veut dire que pendant 3 ou 4 ans, on va travailler un thème de différentes manières. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais envie de travailler sur ce thème-là qui est les seuils. Les seuils, on en a plein dans la vie, des seuils. Quand tu passes de l'enfance à l'adolescence, quand tu passes vers la mort, quand tu quittes quelqu'un, quand tu changes de travail, toutes ces choses-là dans la vie sont des seuils. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était, vous savez, le moment où on est entre deux choses, on est comme en apesanteur, puis on hésite, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? Et ce petit moment-là de doute, il est très riche pour moi en poésie, puis en tout ce que tu peux y mettre dedans d'humanité. Fait que c'est parti de ça, cette idée-là.
J'ai demandé à 3 autrices, Marie-Hélène Larose-Truchon, Marie-Louise Bibiche-Mumbo, puis Julie Vincent. Je leur ai dit, imaginez qu'on est sur une place, on regarde le building à côté, on voit les petites fenêtres, on voit les gens dans les fenêtres, puis on imagine la vie de ces gens-là à chaque fenêtre. Et chaque personne a un seuil à passer. Donc, j'ai dit aux 3 autrices, écrivez-moi des choses, donc des récits. Ils m'ont écrit des récits, puis à partir de ces récits-là, moi, j'ai utilisé ça pour créer le spectacle, le film et d'autres objets, l'installation, tout ce que je voulais intégrer dans le cycle. Et on le voit sur les photos, vous avez plusieurs propositions au sein même. Vous l'avez dit, souvent le théâtre incliné, c'est plusieurs formes d'art qui viennent s'imbriquer dans la même œuvre. Comment se construit un spectacle? Parce que ça doit être touffu, dense, faut défricher, faut travailler aussi beaucoup en amont également. Alors, pour mener à cette pièce, ce rendez-vous du 16 novembre, comment s'est construit un petit peu, justement, l'histoire, l'intrigue, si on peut dire le synopsis, finalement, de tout ça, puis de manière concrète pour la personne qui sera dans la salle? Ça a été, oui, beaucoup de recherches. Comme vous dites, on a beaucoup de choses, puis à un moment donné, le plus dur, c'est d'enlever. Oui. On finit par enlever les choses qui sont moins, disons, qui sont pas nécessaires. Qui servent moins l'histoire, peut-être. Ça. Là, ouais. Puis on revient à la proposition de base. Donc, le spectacle, c'est une rêverie. C'est la meilleure façon, le mot le plus clair pour moi de décrire le spectacle. On imagine qu'on est chez nous, on regarde par la fenêtre de l'autre côté de la rue, on regarde le building, on regarde par les fenêtres, puis on imagine la vie des gens. Donc, c'est ça qu'il faut, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut se mettre quand on vient voir le spectacle. C'est pas une histoire où on va tout vous dire, on va tout vous raconter. Si vous vous mettez dans cet état d'esprit-là, où vous regardez et vous rêvassez vous-même, ben vous allez voir plein de choses. On vous suggère des pistes, on vous montre des humains, des personnages qui vivent des choses, mais ça fait écho à ce que vous autres, vous vivez. C'est ça. Il faut avoir cette ouverture-là, je pense. Puis, il y a cette part, donc, de visible et d'invisible à travers vos spectacles. Donc, quand vous dites, faut arriver et on se fait notre propre conclusion, notre propre scénario, si on peut le dire, dans notre tête, là. C'est un parcours de l'intime, ni plus ni moins, là. Oui, tout à fait. Un peu comme de la danse aussi, ou de l'art visuel, quand on va voir un tableau. Ouais. C'est pas tout écrit, c'est pas tout expliqué. Donc, quand on rentre dans cette idée-là, je pense qu'on passe un bon moment. Puis c'est aussi l'assemblage des formes qui est intéressante. La danse contemporaine, un peu de cirque, de la marionnette pour adultes, du comédien. Donc, on a de toutes les couleurs. C'est assez complet. Et puis, bien sûr, cette pièce se décline. Est-ce que ça dure 60 minutes? C'est une soixantaine de minutes, donc, pour pouvoir y assister. Puis, bon, on imbrique, on le disait, côté de cette poésie, une sorte de pont générationnel, parce que c'est une pièce qui peut être pour tout le monde, là, finalement. Tous les âges, là, comme vous avez dit, tout le monde a ce questionnement ou a des phases, des seuils à traverser à travers sa vie, là. Je dirais qu'à partir d'adolescence jusqu'à adulte, évidemment, c'est vraiment, c'est pas pour jeune public. Non. Mais à partir de l'adolescence, il n'y a aucun problème et justement, ça va déclencher des choses différentes d'une personne à l'autre. Très intéressant. Pour le film, pour ceux qui n'ont pas peut-être assisté à ce dévoilement plutôt en septembre, qui était gratuit, donc visionnement, est-ce qu'il y a possibilité de le voir, ce film-là, sur des plateformes, par exemple? On est en train actuellement de négocier avec certaines plateformes. Donc, on veut choisir la meilleure, mais il sera disponible justement à la location sur le web très bientôt. Parce que donc, si on voit la pièce, on peut par la suite voir le film, l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Là. Non. Ça veut dire qu'on peut voir le film avant ou voir le film après avoir vu la pièce, puis ça va être quand même pour le spectateur tout à fait approprié. Là. Exact. Alors, intéressant. Ben, vous viendrez nous reparler lorsque j'aimerais voir le film. Oui. J'aimerais voir le film. Je n'ai vu que la bande-annonce, mais déjà, curiosité qui s'est emparée de moi. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé en quelques minutes seulement, voire quelques secondes même, beaucoup, parce que j'ai vraiment ce regard, l'altitude, mais qui fait réfléchir. Les images qui sont en plus
sublime dans la bande-annonce. Là. Donc, j'ose croire que dans le film, ça l'est tout autant. Alors, ce sera avec plaisir qu'on pourra vous recevoir à nouveau. Mais entre-temps, invitation qu'on glisse déjà votre agenda. C'est le 16 novembre prochain, 19h30, Maison des Arts de Laval. Déjà, il y a une billetterie, des billets qui sont à votre disposition. Tout est d'ailleurs mis au bas d'écran au moment de se parler. Merci beaucoup à vous, Madame Josée Babin. Donc, je rappelle l'invitation, bien sûr, à vous découvrir aussi le théâtre incliné sur vos plateformes, également à voir ce que vous faites. Vous avez quand même pignon sur rue depuis 1991 chez nous. Alors, c'est plusieurs productions que vous avez menées de main de maître et je rappelle que vous en êtes la directrice artistique. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Merci à vous. Le secteur culturel s'outille pour faire face à ce contexte de pénurie de main-d'œuvre qui se fait sentir de partout, sur tous les fronts et dans tous les secteurs, les employeurs cherchent cette perle rare. Et il y a une nouvelle plateforme pour les artisans du domaine de la culture qui a été lancée, soit cultive.ca. Elle est d'ailleurs directrice de compétences culture derrière le lancement de cette plateforme. Madame Pascale Landry qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, peut-être préciser à nos gens qui nous regardent, téléspectateurs, téléspectatrices, que c'est Compétences Culture? D'accord. Compétences Culture, c'est un comité sectoriel de main-d'œuvre. Qu'est-ce que fait un comité sectoriel de main-d'œuvre? Il faut savoir qu'il y en a 29 au Québec qui travaillent avec différents secteurs d'activité économique. Compétences Culture est le comité sectoriel de la main-d'œuvre en culture. Donc, on développe une offre de formation, on offre des services liés au développement des compétences, on fait des études, on réseaute, on rallie, on regroupe le secteur culturel autour des enjeux de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, je l'évoquais en prémisse lors de du début de notre conversation. Évidemment, les besoins se font sentir de toutes parts. On le voit dans le domaine culturel aussi pour assurer le maintien, ne serait-ce que des services de base pour nos artistes, aussi pour ceux qui sont des amants de la culture également, les clients de nos salles de spectacle, par exemple, de nos diffuseurs. Donc, vous avez lancé cultive.ca et pourquoi? Oui. Ben, cultive.ca, au départ, c'est un espace de développement professionnel pour les gens qui travaillent dans le secteur culturel. Donc, ça regroupe l'offre de formation continue en culture pour les professionnels du secteur de la culture. Ça regroupe aussi des capsules, des vidéos, des fiches métiers sur des métiers de la culture qui sont, on appelle ça, nous, en tension, donc qui ont des enjeux soit de développement particulier de compétences, soit de rareté de main-d'œuvre. Donc, on fait la promotion de ces métiers-là pour les faire connaître. Cultive, c'est aussi maintenant un nouvel espace qui s'appelle cultive.ca/emploi, où on retrouve des offres de formation dans le secteur culturel. Et c'est très vaste. Je regardais, ça peut être sous tous les horizons, là, les emplois qui sont disponibles, par exemple, pour quelqu'un qui serait curieux d'aller voir votre site. Oui. Donc, il y a autant des métiers de la gestion que de la production dans le secteur culturel. Il y a aussi des stages et des castings qui sont affichés sur le site. Il faut savoir que quand on a décidé de faire ce site-là, ça répondait à une action qui était priorisée dans un vaste plan d'action qui a été fait par le secteur culturel, un plan d'action 2023-2028, là, où on se disait qu'un site national d'emploi, c'était une bonne façon de s'assurer qu'il y ait ce canal-là entre les chercheurs d'emploi et les offres d'emploi partout au Québec. Ouais. Parce que l'offre d'emploi était morcelée, hein? Mais là, on a une vitrine complète de l'offre d'emploi en culture. Qui est plus global et qui peut, comme vous avez dit, intégrer tout le monde au sein même de la même plateforme, pas qu'il y ait des différents sites Internet qui viennent faire une sorte de compétition parmi celles-ci. Il y aura toujours plusieurs sites et c'est correct, là. Mais ce site-là a la particularité de, oui, regrouper, oui, tout le Québec, l'ensemble des disciplines et aussi de permettre d'établir un lien direct. C'est pas juste afficher un emploi, mais tu as un espace employeur, tu peux avoir des interactions, des actions directes sur le site. Bien, d'ailleurs, vous l'avez dit, puis même moi, je suis allé le visiter. J'ai vu que rapidement, on pouvait, pour tout chercheur d'emploi, se trouver un emploi. C'était très facile. Mais là, le fonctionnement qui s'avère aussi similaire pour celui qui est un employeur, par exemple, qui chercherait la perle rare aussi. C'est identique? Oui, c'est identique. Bien, il y a un espace employeur. Oui, donc c'est une approche qui est dynamique pour l'employeur et l'employé.
Est-ce que c'est, d'ailleurs, j'ai pas vu de coût là, qui était rattaché pour un employeur éventuel. Est-ce qu'il y a un prix pour afficher un poste? Non, c'est un site qui est gratuit. Donc, c'est un gros avantage. En fait, on a répondu à une opportunité qui se présentait. Il y avait à Montréal un site qui était opéré par la Ville de Montréal et le Conseil de la culture de Montréal, le Conseil des arts de Montréal, qui s'appelait Artère, qui, pour un ensemble de raisons, a mis fin à ses activités. Et ils ont proposé à Compétences Culture, étant donné sa mission liée aux ressources humaines, étant donné la plateforme Cultive, de reprendre et de développer davantage un espace de type site d'emploi. Donc, par exemple, c'est maintenant un site qui est interactif, comme je disais, c'est un site où on peut mettre des vidéos avec une carte de l'ensemble du Québec. Et c'est pas juste pour Montréal, c'est pour tout le Québec. Exact. Et ça me permet, parce qu'il me reste encore un peu de temps avec vous, j'ai envie de faire un peu de mise à jour. J'ai plusieurs amis qui étaient des techniciens, par exemple, qui travaillaient au sein de certains diffuseurs aussi. Et ils ont quitté, durant les dernières années, le secteur de la culture. Plusieurs n'y sont pas retournés. Est-ce que vous avez quand même eu vent quand même de ces talents-là qui sont de retour avec la reprise depuis 1 an et demi, 2 ans des spectacles dans les salles où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus dans le domaine de la culture travailler? Bien, premièrement, quand on regarde les statistiques, là, pendant la pandémie, là, il y avait proche de 20 000 personnes qui avaient quitté le secteur. Quand on regarde les statistiques aujourd'hui, les gens seraient, en tout cas, les chiffres s'équivalent. Il y a eu un retour du travail dans le secteur culturel. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont revenues? Ça, les statistiques ne peuvent pas nous le dire. Est-ce que la situation dans les arts de la scène pour le métier de technicien, technicienne de scène est réglée? On n'a pas de statistiques aussi précises là, sur un métier. Et en même temps, les anecdotes qu'on entend dans le secteur culturel, c'est qu'il y aurait une rareté de main-d'œuvre pour ces métiers-là en ce moment. Oui, je confirme. On s'arrache, surtout en région, on s'arrache énormément. Les festivals, les diffuseurs aussi entre eux, parfois n'ont pas le choix de je vais le dire là, se prêter des techniciens parce qu'on n'y arrive tout simplement pas sinon. Heureusement, il y a quand même des alternatives, il y a quand même des possibilités grâce à votre plateforme. D'ailleurs, qu'on invite les gens dès maintenant à visiter cultive.ca. Merci beaucoup, Mme Landry, d'être passée à notre émission. C'est un plaisir. L'Opéra Bouffe du Québec qui nous démontrera sa façon de voir les choses, qui s'est approprié donc l'œuvre La Péricole, soit l'opérette de Jacques Offenbach. C'est les 28-29 octobre prochains, 3, 4 et 5 novembre du côté de la Maison des Arts de Laval, au Théâtre des Muses de l'endroit pour être encore plus précis. Il est d'ailleurs directeur musical et artistique justement de l'Opéra Bouffe du Québec. Simon Fournier, salut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-être nous rappeler tout d'abord ce que c'est l'Opéra Bouffe du Québec pour ceux qui nous regardent actuellement. Bien, c'est une compagnie d'opérette, parce que Opéra Bouffe, en fait, c'est une autre façon de dire opérette. Puis de l'opérette, c'est quoi? C'est de l'opéra, mais avec des textes parlés sur des sujets légers, un peu comme la comédie musicale. Au lieu d'avoir un band rock comme accompagnateur, on a un orchestre. Exact. Alors, et plusieurs, et vous donnez la chance aussi, je pense que ça fait partie de l'ADN depuis les tout débuts, début des années 90, soit de donner la chance aussi aux talents de chez nous de rayonner. Là, absolument. Puis aussi la relève, nous, à chaque année, on offre des bourses pour des chanteurs lyriques qui étudient dans les universités, les conservatoires et tout. Et éventuellement, ils peuvent faucher les planches de la scène, de notre scène. Et puis, c'est ça, c'est quand même des professionnels qu'on a comme chanteurs solistes et comédiens. Et pourquoi votre volonté, finalement, d'adapter la Péricole de Offenbach? Je dirais pas qu'on adapte, c'est-à-dire qu'on fait l'œuvre. Cependant, évidemment, il y a un travail de bistouri peut-être qui est fait pour s'assurer que l'histoire qui veut être racontée au départ par les librettistes de l'époque, ça date de la création, c'est 1868 à Paris. Et donc Meillac et Halévy qui ont fait le livret, la musique d'Offenbach. Et puis, c'est la même histoire. Sauf que des fois, il y a des choses qui ont peut-être moins bien vieilli. Donc, on a un petit peu modernisé? La façon de raconter, mais ça se passe pas de nos jours. On garde ça. En fait, nous, on est un peu dans un non-lieu puis une non-époque, parce que ça se passe en principe au Pérou,
Mais pour nous, bon, on peut reconnaître des côtés un peu de ce coin de pays-là, mais ça se veut pas précisément là parce que c'est pas important comme tel dans l'histoire. Ce qu'on veut, nous, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe entre les protagonistes. Et alors, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de pouvoir, où est-ce que se heurte l'opulence du pouvoir par rapport à la misère de la rue, les sentiments hypocrites du vice-roi aux sentiments authentiques de nos artistes, de nos chanteurs, les deux amoureux qui sont la Péricole, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la dame, et puis son amoureux, Piquillo. D'ailleurs, la Péricole, je peux me permettre, c'est un des premiers, à cette époque-là, les personnages féminins sont souvent un peu accompagnent le héros, le ténor. Mis de côté un peu là, dans l'intrigue. Des faire-valoir. Tandis que là, c'est vraiment elle, c'est le rôle titre, et c'est un personnage fort, un peu comme Carmen, mais du côté comique. Et d'ailleurs, ça s'inscrit quand même encore dans sa pertinence, cette œuvre-là, de nos jours, pour qu'on la reprenne, parce qu'évidemment, j'ai déjà vu sous d'autres adaptations, d'autres aussi troupes qui l'ont à leur façon aussi incarné sur scène. Donc, évidemment, il y a encore ces thèmes universels. Bien, absolument. Ce dont j'ai fait mention, justement, le pouvoir, les très riches vis-à-vis la misère de la rue qui se côtoient, qui se heurtent. Alors ça, c'est... Le côté corrompu parfois aussi de certains hauts dirigeants au lieu de pouvoir. D'ailleurs, Offenbach se plaisait à faire ce genre d'œuvre-là, de heurter le pouvoir. Lui-même aussi, le star system par rapport aux artistes peut-être moins connus, lui-même était un peu cantonné comme étant un compositeur de boulevard, parce que c'est vrai, c'est dans les boulevards que ce théâtre était, mais ça n'en faisait pas un moins grand musicien pour autant. Alors ça, on le vit encore, le star system, alors que... Versus un troubadour, par exemple. Ben oui. Puis, moi, je le sais, le bottin de l'Union des artistes, il y a... On peut 90% qui travaillent très peu là-dedans, malheureusement. Oui, pour 10 ou même 5% des fois qui peuvent vivre de ça chez nous au Québec. Alors, c'est très actuel. Totalement. Donc, invitation qu'on insuffle aux gens, qu'on invite les gens donc à se procurer des billets, parce que là, évidemment, vous faites une séquence de représentation 28-29 octobre, 3, 4 et 5 novembre sur aussi. 2 week-ends. Sur 2 week-ends, exactement. Puis, j'ai encore un petit peu de temps avec vous. Est-ce que vous avez d'autres pièces ou d'autres, peut-être, là, vous envisagez déjà de nous présenter des futurs spectacles? On pense déjà à l'an prochain, parce que nous, en principe, on fait une grande production par année. Puis là, ça fait 3 ans qu'on travaille avec le même, on est le même triumvirat, c'est-à-dire Alain Zouvi à la mise en scène. D'ailleurs, c'est lui qui voulait que ça soit un non-lieu puis une non-époque. Puis son assistante et chorégraphe, Monique Vincent, et moi-même. Donc, il est très probable qu'on se retrouve encore les 3 ensemble. C'est notre 3e année d'affilée, que pour l'an prochain, déjà, on est en train de discuter de l'an prochain, mais je vous dévoilerai pas ce qu'on va faire. Comme ça, on saura vous réinviter. Puis évidemment, tant mieux si votre trio est capable déjà d'avoir une sorte, pour vous conjointement, d'avoir ces idées-là fabuleuses, parce que j'aime ça, ça nous fait ramener, justement, on le disait, puis on l'évoquait, mais des pièces du passé qui sont toujours pertinentes et qui nous font réfléchir à la fois. Et c'est pour tous aussi. Et c'est pour tous, effectivement. Oui, 7 à 107 ans, là, pour ceux qui peuvent se le permettre, là, on les accueille, puis c'est coloré, les gens sortent en se tapant la cuisse. Là, parce que c'est en légèreté, évidemment, aussi. Là, rappelons-le. C'est toujours ça, d'ailleurs. C'est des airs qui restent en tête aussi. Aussi, exactement. Donc, de Jacques Offenbach, l'opérette La Péricole. Merci beaucoup, Simon Fournier, d'être passé. Merci. Évidemment, je rappelle que vous êtes directeur musical et artistique, évidemment, de l'Opéra Bouffe du Québec. Merci à vous. Grand plaisir, merci. Qui l'eût cru? Dans les années 2000, on pensait que ça allait peut-être être au mieux une série de films d'horreur de série B, mais évidemment, c'est devenu maintenant une franchise qui non seulement a fasciné les adeptes d'horreur, il en est même lui-même un, il tripe gore et tout ça. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il a pensé du tout nouveau 100X. Et c'est avec Nicolas Messampoirier qu'on va valider le tout. Salut mon cher! Salut Alex! Toi qui es un amateur de films d'horreur de tout genre, nouveau ça, est-ce qu'il t'a contenté? Est-ce que tu as vu l'hémoglobine assez pour te sustenter?
c'est un des sorts où vraiment il y a un des pièges qui m'a... je me sentais mal à regarder ça. C'était assez... c'est un des très bons de la franchise. Est-ce que c'est le meilleur? Non, mais c'est vraiment un des très bons. Quand même qu'on est rendu au 10e de la série. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au début, le premier film que James Wan a réalisé et qui est sorti en 2004, en premier, il avait fait un court-métrage pour montrer un peu à des producteurs à quoi ça pouvait ressembler. Et ensuite de ça, quand il a fait son film pour vraiment pas cher, là, on parle d'environ 1 million de dollars. Eh bien, on pensait que le film allait simplement être distribué directement à la location. Puis bon, ça s'arrête là. Même l'acteur, là, celui qui interprète Jigsaw, Tobin Bell, pour lui, c'était bon, c'est un film comme ça, et puis il passe à d'autres choses après. Mais non, on l'a rappelé pour le deuxième, le troisième, et vraiment, personne dans ce groupe-là aurait pu croire que, à presque 20 ans plus tard, on est rendu au 10e de la série. Et celui-ci, il y a un peu un vent de fraîcheur là-dedans. Ben, c'est ça, parce que là, on remonte à l'origine, on creuse. D'ailleurs, tu as parlé de Tobin Bell, de Jigsaw, si vous voulez. On va voir vraiment derrière ses motivations, ce qui le mène à porter pareil coup fatal à plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Ben, on le sait tout au long de la série, sa motivation, mais on découvre pas tant le personnage que ça. Vraiment, c'est dans celui-ci que je trouve on le découvre plus. On découvre un côté humain, je te dirais, à certains moments. C'est bizarre à dire, mais oui, bon, j'en dirai pas plus là-dessus. Et la plupart de ces films-là, bon, c'est tous des huis clos, hein. Donc, celui-ci qui se passe au Mexique et que, bon, il y a plusieurs moments qui se passent à l'extérieur, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir de cette franchise. Et c'est ce qui donne un petit peu un renouveau. Est-ce que tu même es prêt à dire que c'est après un 10e film? Moi, je pensais qu'après le 10e film, ils pouvaient retrouver dans le même film peut-être un Rapide et Dangereux. Non, mais pour les deux vont atteindre le 11e de la franchise, oui. Je me serais dit on aurait pu faire un fit ensemble. Non, mais pour vrai, trêve de plaisanterie, tu trouves que ça apporte vraiment du renouveau à cette saga-là? Oui, ça apporte un petit quelque chose de plus et je te dirais que c'est à l'avantage des producteurs de trouver une solution pour donner un vent de fraîcheur à la franchise parce que, écoute, c'est des films qui coûtent, là, le premier, 1 million de dollars qui a rapporté 103 millions de dollars au box-office. C'est énorme. Puis en général, c'est à peu près ça. Le plus cher de la franchise, il a coûté 40 millions de dollars. Et c'est le dernier, le film Spiral avec Chris Rock et puis Samuel L. Jackson qui a paru en 2021. Et étrangement, ce film-là, c'est celui qui a fait le moins d'argent de la série au cinéma. On parle de 40 millions de dollars, et non, je me suis mélangé, c'est 20 millions de dollars de budget avec un box-office de 40 millions de dollars. C'est sûr que la COVID y était pour quelque chose en 2021. Et tu sais ce que je te dis souvent, les stars, c'est ce qui aide à vendre un film. C'est comme une valeur sûre pour Hollywood. Eh bien, dans ce cas-ci, même avec 2 stars, le film n'a pas réussi à aller chercher autant d'argent que d'habitude. Ma petite théorie, c'est que entre autres, eh bien, Tobin Bell, c'est le seul film de la franchise Saw, donc qui n'était pas dedans. Qui n'était pas dedans, qui n'apparaissait pas donc à l'affiche. Et est-ce que, au-delà de, bon, on a parlé beaucoup de ce 10e épisode, on a parlé des faits d'armes, de tout l'envers du décor également. Tu démontres encore une fois à quel point c'est un film qui, au box-office, fonctionne encore. On voyait les chiffres aussi récents. On parle de 55 millions de dollars avec un budget de 13 millions. Alors, ça garde vois-tu, preuve à l'appui. Mais c'est aussi une franchise qui a permis, je pense, aux films d'horreur d'avoir un nouveau souffle aussi dans les années 2000. On était habitué aux années 90, au fameux à la continuité des années 80, je vais me permettre le terme en espagnol des slashers, donc tu sais, un peu découlant des Halloween, puis il y avait eu une nouvelle génération avec d'autres films dans les années 90. Mais là, dans les années 2000, avec cette nouvelle génération-là de films, ça n'a pas apporté un vent de renouveau pour ceux qui sont des adeptes de films d'horreur, aussi avec la franchise de Décadence? Alex, tu as tout à fait raison. Dans les années... Merci de me donner raison, j'aime ça en plus. Fin des années 70, bon, le genre slasher a vraiment pris sa popularité avec Halloween. Et ensuite de ça, les années 80, c'est vraiment bon, les slashers, les Freddy, Jason, les Chucky, etc. Et dans les années 90, oui, les slashers ont continué,
Mais à un moment donné, vers le milieu des années 90, les gens connaissaient pas mal la recette, à un tel point qu'un des maîtres du slasher, Wes Craven, a réalisé le film Scream, qui est un peu c'est un film d'horreur, mais c'est en même temps une espèce de petite parodie des clichés de films d'horreur qu'on a l'habitude de voir. Et dans ce cas-ci, c'est des clichés de slasher. Donc, même au milieu, en 96, on trouvait que c'était très cliché. Et chaque époque, à chaque 10 ans, il faut toujours se renouveler un petit peu. Et début des années 2000, oui, il y avait encore des slashers. Les derniers, ça a été comme Urban Legends, mais le 2 a tellement pas fonctionné au cinéma. Ouais. Et après ça, quand la série Saw, ou Décadence en français, est arrivée en 2004, là, ça a donné un nouveau vent de fraîcheur, si je peux dire ça comme ça. Et il y a beaucoup de films qui ont essayé de l'imiter. Quoique, à la fin des années 90, il y a un film canadien qui s'appelle Cube. OK, que je ne connais pas. C'est également, on va dire, un huis clos. Je ne veux pas en dire trop. C'est une trilogie, Cube, et c'est une trilogie que j'ai beaucoup appréciée. Je te dirais que je ne sais pas si c'est ça qui a donné l'idée à James Wan, le scénariste et réalisateur du premier Décadence, mais c'est une série de films que je conseille aux gens qui aiment ce style de film. Le film, en plus, on approche d'Halloween, c'est sûr que c'est évidemment d'une pertinence. Puis d'ailleurs, ça me permet de faire le pont avec un autre film, parce que si justement L'Exorciste a été un des premiers films à succès évoquant les forces surnaturelles, puis les esprits ou autres, les gens possédés, Conjuration dans les années fin 2000, début 2010 a relancé également ce type de film-là. Alors, c'est pas étonnant de voir, pas seulement que évidemment, parce que ça fait 50 ans à peu près jour pour jour que le premier Exorciste est sorti, mais c'est aussi de voir que les films Conjuration ont eu beaucoup de succès. Alors, j'imagine que ça a donné aussi un tremplin nécessaire aussi à la sortie du nouveau Exorciste ces temps-ci au cinéma. Oui, Alex, justement, en parlant de Conjuration, le film a été réalisé par James Wan, le même qui a réalisé le premier Décadence. Et maintenant, la franchise, il y a un univers cinématographique parce que les films Annabelle font partie de cet univers-là, La Nonne aussi. Donc, James Wan a réussi. Je pense que c'est le premier à avoir créé un univers cinématographique autour de films d'horreur. Ben oui. Exactement. Et oui, ça a donné un vent de fraîcheur aussi à tout ce qui est des films de possession et tout ça. Et c'est peut-être ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a droit à un nouveau film Exorciste. Et le film Exorciste qui, au cours de la dernière semaine, c'est un peu sans surprise parce que je pense qu'il y avait à la fois pour ceux qui sont des cinéphiles peut-être plus jeunes qui ont entendu parler de l'Exorciste de par leurs parents, mais aussi ceux qui, en 1973, ont été les premiers à crier de frayeur au cinéma. Parce que, pour vrai, même quand tu regardes le film de 1973, je sais que c'est pas les grands effets visuels ou les effets spéciaux de nos jours, mais c'était un film épeurant. Moi, ça m'a fait frissonner de peur quand je l'ai vu pour la première fois dans les années 2000. Je sais pas pour toi, mais quand même. Le truc, Alex, avec les films d'horreur, OK, ce qui fait peur là-dedans, tout ce qui est effets spéciaux, qu'on parle de beaucoup de CGI et tout ça, c'est au contraire, c'est pas quelque chose qui va faire peur aux gens. C'est quelque chose qui peut dégoûter les gens à cause du sang et du gore et tout ça. Mais sinon, ce qui nous apporte de l'émotion quand on regarde un film, c'est le son. Le son représente à peu près 80% de l'émotion qu'on va ressentir en regardant un film. Donc, que ce soit le premier film Exorciste ou tous les autres qui sont passés depuis, ce qui se passe, c'est que si ton son est bon, les effets spéciaux, au contraire, dans l'horreur, le moins t'en vois, je te dis pas au niveau du sang, là, mais au niveau, admettons, des monstres, des fantômes ou tout ce qui fait peur, le moins on les voit et plus on a de chance, au contraire, d'avoir peur parce que là, c'est notre imagination qui embarque. T'en as déjà vu, t'as dû en voir des tonnes de films comme ça où on sait qu'il y a un monstre, une bébête, un fantôme, mais on le voit pas tout au long du film. Et là, le film est bon jusqu'à la fin, et à la fin, on voit le monstre, le fantôme, peu importe. Et là, on le voit, puis c'est plus, ça fait plus peur, là, non. C'est ça. Mais il y a toujours cet effet de surprise aussi parfois, de façon inattendue, qui, évidemment, il y a des mécaniques, tu as évoqué les slashers, puis je ne vais pas trop nous éloigner de la conversation, mais là, c'est devenu prévisible lorsqu'on voyait sortir de l'ombre un tueur avec son couteau, mais par contre, je trouve que dans ce genre de situation-là, quand on parle de fantômes ou de possession, on est capable d'un peu mieux être moins prévisible, je trouve, de jouer un peu plus, être capable aussi de jouer, dans le cas d'Exorciste aussi, si on se réfère au premier, la trame musicale.
Et tu sais, qui n'a pas en tête le thème de l'exorciste? C'est devenu l'un des thèmes de films de tout genre, des plus populaires. On reconnaît les premières notes, jazz par la suite. Tu sais, ça a fait école, ce film-là, au niveau de soutenir un film par sa trame musicale qui apporte une tension également. Tu parlais de son, la musique en fait partie, quand on l'imbrique aussi dans le son aussi. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Et ben, tu vois, celui-ci, là, le tout dernier Exorcist. Believer, là, des Exorcist Believer. Écoute, numéro 1 au box-office dans sa première fin de semaine avec, 44 millions, mais ça, je pense que c'est en Amérique du Nord, à travers le monde, mais c'est... On parle de 27,7 millions pour son premier week-end, mais du côté de l'Amérique du Nord seulement. Là, OK, donc on parle de 44 millions à travers le monde avec un petit budget de 30 millions. Et c'est ça qui est fantastique pour les producteurs et les maisons de distribution, c'est qu'un film d'horreur, ça coûte pas cher à faire. OK, c'est très rare des films d'horreur. Non, ça n'existe pas des films d'horreur à 100 millions de dollars de budget pour une simple raison. Un film d'horreur, généralement, c'est pas adressé, c'est pas pour grand public, c'est pour 16 ans et plus en général. Je pensais emmener mon neveu de 6 ans, mais bon. Écoute, à part certaines exceptions, là, mais les films d'horreur, vu que c'est pas grand public, ça divise les gens et tu as moins de chances de faire autant d'argent au box-office parce que tu sépares les familles. En général, le cinéma, c'est une sortie familiale. Donc, c'est sûr que le budget doit être limité quand on veut qu'il sorte au cinéma. Et avec 30 millions de budget, 44 millions au box-office, là, c'est un film qui va faire beaucoup, beaucoup d'argent, j'en suis sûr. Trouver son public. Je peux pas lire l'avenir, mais quelque chose qui me dit qu'il va en avoir d'autres. Ouais. Comme un peu, je pense, t'es pas, je pense, étranger à bien ce que les gens pensent actuellement. Puis surtout que ce qui est le plus drôle, c'est que ça devait sortir le 13 octobre et c'est Taylor Swift qui est venue hanter Exorcist parce qu'on a devancé dû à ce film, cette tournée qui actuellement est partout à travers le monde, d'ailleurs qui va dépasser le milliard de recettes pour Taylor Swift. C'est fou. Et là, ce qu'on disait, c'est que elle a déjà, là, à travers le monde, vendu l'équivalent de 100 millions de dollars, les billets qu'elle a vendus concernant juste les représentations dans les salles obscures là, de ses films pour sa tournée actuelle. Et ça, c'est seulement pour un spectacle présenté en salle. Ça, c'est énorme. Et bon, vu que ça va bien fonctionner, il va en avoir d'autres. Hein? Le cinéma, ça suit les tendances. Si on revient à Décadence, OK, celui en 2010 sort 3D. Eh bien, justement, en 2010, le 3D, c'était la mode. Pourquoi c'était la mode? Ben, tout simplement à cause d'Avatar, ça a été le plus gros film de tout le temps. Bon, à cette époque-là. Et ben là, tout le monde a essayé de copier. On va booster les films en 3D. On va faire des films en 3D. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bon, évidemment que non. Mais c'est ça, celui-ci, en 2010, il est sorti en 3D. Et c'est ça, on suit toujours les tendances. Donc, si on revient au concert de Taylor Swift, ça fait beaucoup d'argent. On va en faire d'autres et ça va pas arrêter. Et je pense qu'une des raisons pourquoi ils ont devancé le film L'Exorciste, c'est qu'il y a tellement eu de flops cet été, Alex, avec les grosses franchises, des films qu'on connaît tous. Les films L'Exorciste, ça en fait partie, évidemment. Donc, parce qu'on s'entend que Taylor Swift, c'est pas du tout le même public qu'Exorciste. Là, quand même que la salle est comble pour Taylor Swift, ça va pas changer les gens pour l'Exorciste. Donc, je pense que c'était plus une peur de la part des producteurs à cause de toutes les flops qu'on a eues cet été. Mais surtout, en tout cas, s'il y avait de cette crainte qu'on n'aurait pas à avoir peut-être des films de qualité dus au litige, par exemple, avec les scénaristes ou différents syndicats du côté d'Hollywood, ça semble se régler, en tout cas du moins pour les scénaristes qu'il y a eu entente. Là. Oui, et ça, tu amènes dans quelque chose avec ça. Écoute, les studios, les producteurs, ils ont tous reporté beaucoup de leurs films parce qu'on avait peur, justement. La grève des scénaristes, il n'y a pas de problème, on peut sortir tous les films au cinéma. La grève des acteurs aussi, on peut sortir des films, il n'y a pas de problème. Le problème là-dedans, c'est qu'avec la grève des acteurs, les acteurs ne peuvent pas faire la promotion de leurs films. Et ce qui aide à vendre les billets, c'est la promotion des films, les talk shows le soir et tout ça, c'est ce qui aide à vendre, ça fait partie de la promotion. Et donc, que les acteurs ne puissent plus aller faire leur promotion, eh bien ça fait en sorte que on reporte les films et ça a été un gros problème. Je te dirais que pour le restant de l'année, là, le calendrier a énormément changé. Il a bougé, il a été bousculé. Dune a été reporté aussi. Je pense que Aquaman aussi a été reporté. Tous les gros films
ont été reportés à cause de ça, justement, et je pense que tout le monde est bien heureux que ce soit terminé, autant pour les acteurs, les scénaristes, mais aussi les studios qui commencent qui vont perdre de l'argent avec tout ça. Là. Il faut que ce soit rentable, leur gros blockbuster. Mais il y a un côté, par contre, et je vais évoquer ça, puis ça va être la mini-parenthèse. C'est sûr qu'on ne veut pas que le cinéphile se sente lésé, qu'il n'ait pas accès à ces films qu'il attend depuis de nombreuses années, dans certains cas, à cause de la pandémie. Et évidemment, on veut que les cinémas aient des bons films à présenter puis attirent les gens dans les salles. Mais au moins, ça donne plus de place à des films québécois. Ça donne peut-être aussi aux cinéphiles la possibilité de découvrir le cinéma québécois. On a eu quand même de bons films qui ont eu de bons résultats, notamment cet été, plusieurs millions de dollars. Je pense au film d'Annick Jean, je pense aussi actuellement au film de Denis Arcand, Testament, qui est au cinéma. C'est un des plus grands cinéastes de notre cinéma québécois depuis toujours. Un Oscar aussi, la preuve en est une, mais plusieurs films qui sont là pour nous le démontrer. Et celui-là, certains le présentent comme une sorte d'épitaphe, comme peut-être ça pourrait être son leg, son dernier film. En tout cas, pas seulement au premier niveau, là, faut le voir plus loin que ça. Mais en tout cas, un film qui, moi, m'a laissé un petit peu sur ma faim. Je m'attendais un petit peu plus. Il y a eu d'une part des bonnes critiques, d'autre part des mauvaises critiques. Évidemment, à vous de vous faire votre propre opinion. Mais assurément, c'est un film qui ne vous laissera pas indifférent, avec plusieurs situations qui sont dénoncées. J'ai l'impression que Denis Arcand a voulu se payer la traite, qui de façon sociale vise plusieurs groupes de personnes. De toute façon, il a souvent fait dans ses films c'est des critiques sociales. C'est ça, c'est un film que j'ai hâte de voir. De la manière comme les Invasions barbares, c'était le cas. Les Invasions barbares. Ou le déclin de l'Empire américain. C'est ça, mais au début des années 2000, il y a eu une espèce de renouveau au box-office des films québécois, justement, et Denis Arcand a grandement aidé en 2003. Donc, on ne sait jamais, peut-être que la grève qui est terminée maintenant et tous les films qui sont reportés va faire en sorte que ça serait le fun que le cinéma québécois ait beaucoup plus de box-office, comme un peu au début des années 2000. Avec plaisir, on saura se reparler de prochaines sorties cet automne. Merci beaucoup, Nicolas, de ta présence encore une fois à l'émission. Merci, Alex. Merci d'avoir assisté à cette émission. Vous voulez rattraper tous nos échanges, nos entrevues, nos chroniques, c'est possible de le faire sur nos plateformes, page Facebook, YouTube aussi, évidemment tvrl.ca. Je veux remercier tous les acteurs qui me font rayonner devant les caméras, soit Jacques, également Tommy, Alain à la réalisation, Précieuse Manon à la recherche, Daniel aussi, Yannick également, Lucette. Et aussi, n'oubliez pas de nous appuyer avec notre bingo. Et c'est tous les dimanches à 9h30. Procurez-vous votre carte, plusieurs points de vente. 3 500 $ à gagner cette semaine, dont 2 300 $ pour la carte pleine. Je vous invite bien sûr à nous attraper aussi la semaine prochaine et je vous dis à bientôt.